Pour cause de gros temps, l'Enesosa ne peut pas accoster et c'est la petite navette, le docteur Tricard, qui nous amène à bord. Les parages d'Ouessant sont très dangereux pour la navigation. Une grande connaissance des récifs et des courants est nécessaire pour l'approche de l'île, surtout lors des tempêtes. Île du bout du monde, Ouessant a été longtemps isolée par les récifs et les courants. Ses habitants ont vécu en autarcie absolue. Les hommes sillonnant les mers, tandis que les femmes cultivaient cette terre aride. Nous accostons au port du Stif. Ce port que les Ouessantins attendaient depuis longtemps a son histoire. En effet, 4 énormes cubes de béton furent construits à Brest en 1984. Traînés par 2 remorqueurs, ces blocs très lourds mais flottants furent déposés délicatement sur le site puis coulés. Ils forment aujourd'hui le nouveau port du Stif, l'ancien ne pouvant accueillir les bateaux lors de tempêtes. Aujourd'hui, plusieurs vols quotidiens entre Ouessant et Brest-Guipava permettent, entre autres, un acheminement du courrier plus efficace qu'autrefois. L'île d'Ouessant, longue de 7 km sur 4 de large, est la plus importante de l'archipel, et avec une longitude moyenne de 5,5 degrés, la terre la plus occidentale de la France métropolitaine. Avec sa forme de pince de crabe, l'île d'Ouessant, que les Bretons appellent Enesosa, l'île la plus haute, a la forme d'un plan incliné. Ouessant est signalé aux navigateurs par 5 phares et une corne de brume. Malgré la nécessité de signaler les écueils aux navires croisant les parages, ce n'est qu'en 1700, sur ordre de Vauban, qu'est mis en service le premier phare d'Ouessant, le Stif. Constitué de 2 tours accolées, il culmine à 85 mètres au-dessus de la mer, mais ne joue plus actuellement que le rôle de feu de proximité. Sa hauteur est de 32 mètres et sa portée de 40 km. Il fonctionne d'octobre à mars. Au plus haut de l'île, la tour radar surveille le trafic de nombreux pétroliers et navires marchands se croisant en permanence. Elle fut construite après le naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978. Bon, le sémaphore du Stif fait partie des sémaphores de la région atlantique. Il faut savoir que toute la côte française est surveillée et sur la surveillance des sémaphores. Alors voilà l'île d'Ouessant qui est au centre du radar. Le premier rail, le rail montant, le rail descendant et le rail montant extérieur. Alors dans le premier rail naviguent les bateaux donc, qui ne transportent pas de marchandises dangereuses, c'est-à-dire la majorité des bateaux prennent le rail montant, le rail descendant qui est pour tous les bateaux, et le rail montant extérieur qui est pour les pétroliers et les bateaux qui transportent des marchandises dangereuses et qui se trouvent à environ 50 km d'Ouessant. Le rail d'Ouessant veut dire un peu l'autoroute de la mer, quoi. Donc à savoir que tous les navires qui empruntent le rail d'Ouessant sont identifiés et on sait ce qu'ils transportent, d'où ils viennent et où ils vont. Et tout ce dispositif-là est sous l'autorité du préfet maritime et dirigé par le Cross Corsen et Ouessant Trafic. Dans l'année, environ 50 000 bateaux empruntent ce dispositif. Le rail d'Ouessant avant n'avait pas cette configuration comme il a actuellement. Et le rail d'Ouessant avant l'Amoco Cadiz était simplement conseillé pour la navigation, mais il n'était pas imposé. Et depuis le naufrage de l'Amoco Cadiz, en fait, il a été restructuré en 3 voies, 2 voies montantes et 1 voie descendante. Disons que tous les bateaux qui montent du sud vers l'Europe du Nord sont obligés de contourner Ouessant. Et donc auparavant, leur seul souci c'était de gagner en temps, donc de couper au plus court. Donc ils passaient à proximité d'Ouessant, même certains prenaient le chenal du Front Vert dans le sud d'Ouessant. Et donc ça présentait quand même un grave risque en cas de naufrage ou de problème à ces navires. Là, ça ne nous laissait pas le temps en fait, d'intervenir. C'est pour cela qu'on a instauré donc, ce dispositif de circulation, pour les faire éloigner de la côte et les plus dangereuses, c'est-à-dire les pétroliers et les matières dangereuses, qui passent environ 30 nautiques de la côte, et ça nous donne un laps de temps pour pouvoir faire intervenir des remorqueurs ou autres moyens. Chaque navire doit se signaler à environ 10 nautiques, donc ce qui fait environ 18 km, avant d'arriver dans le dispositif
de séparation de trafic doit s'identifier. Donc appelé le cross-Corsen, appellation Ouessant Trafic en fait, et pour donner tous les éléments qui peuvent servir à l'identification, sa provenance, destination, ce qu'il transporte et s'il transporte ou non des marchandises dangereuses. Donc l'abbaye Flandre est basée à Brest. Elle est sous l'autorité du préfet maritime. C'est un remorqueur l'un des plus puissants du monde et qui peut arriver à tracter n'importe quel bateau qui passe dans le rail. Bon, bien sûr, cela est plus ou moins difficile suivant l'état de la mer et le tonnage du bateau. Mais bon, presque tous les bateaux peuvent être secourus par l'abbaye Flandre. Le plus dur a été la mise en place de ce rail en 1979, bon, parce que les bateaux n'étaient pas informés ou mal informés de la création du rail. On est à 30-40% d'infraction et maintenant on est à moins d'1% d'infraction quand même dans le rail. Et pratiquement, très rarement, des bateaux à contresens, ça n'arrive que très rarement. Et donc c'est des bateaux qui ont du mal à se positionner pour entrer dans le rail et qui mordent un peu sur les différents rails en fait. Si le bateau n'a pas appelé, on n'a que la trace visuelle sur le radar et on n'a pas son type. Il faut que le bateau appelle ou alors qu'on l'identifie à l'optique pour avoir le type de bateau.